Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à cette réunion de lancement de la concertation sur le projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines. Peut-être quelques mots sur le déroulé de notre réunion de ce soir. Donc on aura 3 temps. Un premier temps sur les modalités de la concertation préalable, puisqu'on est dans une concertation préalable, c'est le mot consacré, qui sera suivi d'un rapide temps d'échange. Donc il y aura à la fois la présentation des modalités et un mot des garants qui rappelleront leur rôle, garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public. On y reviendra. Un second temps sur les enjeux de la filière nationale et européenne des semi-conducteurs, qui sera là aussi suivi d'un second temps d'échange. Et puis un troisième temps sur le projet lui-même, le projet d'extension de la zone d'activité économique avec son opportunité, ses raisons d'être, ses caractéristiques. On aura ensuite un dernier temps d'échange où vous pourrez poser l'ensemble des questions nécessaires. Et si nécessaire, même si on n'est pas très nombreux ce soir, on pourra poursuivre ce temps d'échange aussi longtemps que nécessaire pour que toutes les questions puissent être posées. Quelques informations également à vous donner. Donc, la réunion est filmée et retransmise sur Zoom. Donc, il y a des personnes en ligne qui sont susceptibles de poser des questions, d'intervenir. Et on aura un petit temps de la réunion consacré aux questions qui peuvent être posées en ligne. Donc, comme la réunion est filmée, ceux qui ne souhaitent pas être filmés, si je ne dis pas de bêtises, doivent être positionnés au dernier rang de cette rangée-là. Voilà, normalement, peut-être un peu plus à droite pour ceux qui ne veulent pas être filmés. Normalement, vous n'êtes pas filmé, vous ne serez pas filmé. Je vous passe la parole juste après. Et les autres indications que je voulais vous donner également, vous avez la possibilité de poser de remettre des contributions écrites, et vous avez une urne à l'entrée et des petites feuilles, et vous aurez la possibilité de déposer aussi des observations si vous le souhaitez. Je tiens également à vous indiquer qu'à l'issue de notre réunion publique, on aura un petit pot, un petit verre de l'amitié pour poursuivre les échanges. Si vous avez une question, monsieur, qui correspond au fait que la réunion est filmée, je vous passe la parole tout de suite. Sur Zoom. Sur Zoom. Zoom, c'est le moyen et c'est un média. Donc, l'adresse du site du lien Zoom était présente sur le site internet de la concertation. On reviendra sur l'adresse du site. Et donc, tous ceux qui veulent se connecter sur Zoom pour assister à la réunion pour l'instant se sont connectés sur le lien qui était disponible sur le site internet du projet. Voilà. Un mot également sur les intervenants de ce soir. Donc, en tribune, Jean-François Clapaz du Grésivaudan, vice-président à l'économie, au développement industriel et à la stratégie foncière. Vanessa Leparc et Dominique Milleray pour Isère Aménagement, qui est le maître d'ouvrage délégué de l'opération. Éric Mounier du cabinet du bureau d'études IOL, qui fera la seconde intervention dont j'ai parlé tout à l'heure sur les enjeux de la filière. Et Véronique Morel et Denis Cuvillier, à qui je passerai la parole tout à l'heure, qui sont donc les garants de la concertation qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne pour la composition de cette tribune. Quelques mots pour revenir sur le temps dans lequel on se trouve, c'est-à-dire celui de la concertation préalable. Cette concertation préalable, elle a pour objectif évidemment de présenter le projet au public, mais de recueillir surtout vos observations, vos contributions, vos questions. Comme le veut, c'est une concertation préalable qui relève du Code de l'environnement, comme le veut le Code de l'environnement. L'objectif de cette concertation, c'est aussi de débattre sur l'opportunité, sur les objectifs, les caractéristiques principales, les enjeux et les impacts du projet, mais aussi de débattre de ces éventuelles alternatives, celles qui ont été envisagées, celles qui ont été écartées, pourquoi elles ont été écartées. Et puis donc, in fine, évidemment, l'objectif d'une concertation préalable, c'est d'améliorer le projet en tenant compte des observations qui ont pu être formulées. Lors de cette concertation, on reviendra sur ces modalités. Plusieurs thématiques seront abordées. Ce soir, on abordera la filière nationale et européenne des nanotechnologies et des semi-conducteurs. On aura une réunion qui sera consacrée au partage du foncier au sein du territoire du Grésivaudan, et notamment dans le cadre du projet de territoire. Et puis on aura également un temps dédié à l'insertion du projet dans son environnement humain et naturel. Dans le cadre de la préparation de cette concertation préalable, la communauté de communes du Grésivaudan et Isère Aménagement, qui est son aménageur, ont souhaité
prendre des engagements vis-à-vis des garants, mais vis-à-vis de vous également, vis-à-vis de l'ensemble du public. Engagements qui sont rappelés aussi dans le dossier de concertation que vous avez peut-être pu consulter. Ces engagements, c'est à la fois de fournir l'ensemble des données permettant la participation du public, données qui sont disponibles aujourd'hui. C'est un point important parce que des données seront disponibles plus tard, mais en tout cas, fournir l'ensemble des données qui sont aujourd'hui à disposition, rendre possible des échanges véritables sur les thématiques clés que j'ai évoquées tout à l'heure, et puis mobiliser évidemment l'ensemble des enseignements qui seront tirés de cette concertation pour nourrir la décision qui sera prise à l'issue de cette concertation et pour la suite du projet. Donc les modalités. Pour rappel, on est sur une concertation, c'est un peu technique, mais qui est une concertation préalable volontaire. Et donc, ça veut dire que Isère Aménagement et la communauté de communes du Grésivaudan ont souhaité volontairement entrer dans cette démarche de concertation préalable qui est encadrée par les textes, et en l'occurrence qui est encadrée par la Commission nationale du débat public, avec différents articles que vous pourrez retrouver du Code de l'environnement spécifique à cette procédure. Et donc cette concertation se tiendra sur 6 semaines, du 30 septembre au 11 novembre, ce qui est un temps qui est généralement considéré comme suffisant pour pouvoir débattre des différents points, opportunités, caractéristiques, impacts, alternatives que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour vous informer, vous avez le dossier de concertation qui a été mis à disposition dans les collectivités, qui est aussi mis en ligne sur le site du projet, j'y reviendrai. Un dépliant qui a été diffusé dans les boîtes aux lettres du territoire le plus proche. Évidemment, vous pouvez vous informer à l'occasion des différents temps de rencontre de la concertation et des réunions publiques comme celle de ce soir. Et surtout, vous avez donc le site internet qui sert aussi finalement de centre de ressources documentaires autour du projet, dont l'adresse s'affiche à l'écran, participation.le-grésivaudan.fr, où vous trouverez l'ensemble des éléments relatifs à la concertation préalable sur le projet d'extension de la zone d'activité du Parc des Fontaines. Pour participer, évidemment, en dehors des réunions publiques, vous avez également la possibilité de déposer vos contributions sur le site internet dont j'ai rappelé l'adresse. Pour ceux qui ont des dépliants, qui ont reçu des dépliants, les dépliants comportaient un coupon T, et donc vous avez la possibilité de détacher ce coupon T et de le mettre dans la boîte aux lettres après avoir écrit votre observation sur ce coupon T. Pour ce qu'on appelle les corps constitués, associations, collectivités, organismes, syndicats, etc., vous avez la possibilité de produire des cahiers d'acteurs. Je pense que les garants reviendront tout à l'heure sur cette modalité un peu particulière qui synthétise la position de votre organisation par rapport au projet. Et puis, vous avez toujours la possibilité d'envoyer également vos observations par mail avec le mail qui est indiqué parc-fontaine@legrésivaudan.fr. Le calendrier des rencontres était présenté également dans les différents outils et dans la presse, puisque l'annonce de la concertation a fait l'objet d'annonces dans la presse. On est donc aujourd'hui à la réunion d'ouverture. On aura lundi prochain une webconférence sur la gestion du foncier, et donc là aussi elle sera sur Zoom avec le lien qui sera présenté, qui sera accessible depuis le site internet. Il y aura ensuite 2 rencontres de proximité sur des marchés, le 8 octobre au marché de Brignoud et le dimanche 13 octobre au marché de Crolles. Le 21 octobre, on aura une visite terrain, vraiment sur le site de l'extension projetée de la zone d'activité, qui sera suivie ensuite d'une réunion publique dédiée à l'intégration du projet dans son environnement à la salle des fêtes de Bernin. Et enfin, on aura dans cette même salle des fêtes de Bernin la réunion publique de synthèse, qui est donc le 30 octobre, et ça ne vous échappera pas, le 30 octobre, ça n'est pas le 11 novembre, et donc vous aurez ensuite encore 11 jours pour continuer, à l'issue de cette réunion de synthèse, à déposer vos éventuelles questions et observations sur le site internet du projet. Je passe la parole à Vanessa Leparc pour présenter les suites potentielles de la concertation. Donc, nous avons lancé la concertation le 30 septembre pour une durée de 6 semaines à peu près, jusqu'au 11 novembre. Un bilan de la concertation prévu
le 11 décembre de la part des garants, auxquels nous aurons 2 mois, pour lesquels nous aurons 2 mois pour tirer les enseignements en fait, de cette concertation. Donc prévu pour le 11 février. Nous lancerons par la suite, nous continuerons le dialogue et l'information sur le projet après ce bilan. Et nous déposerons les dossiers d'autorisation administratifs en lien avec le projet, que ce soit sur l'urbanisme ou sur l'environnement, d'ici le premier semestre 2025 pour lancer une enquête publique à la fin du premier semestre 2025 en fonction de l'instruction des services de l'État pour potentiellement, si on poursuit le projet également, obtenir des autorisations en 2026 et lancer les travaux par la suite et une mise en service en 2027. Merci. Je passe la parole à Madame Morel, à Monsieur Cuvillier pour rappeler les principes de la CNDP et le rôle des garants. Il va marcher. Oui, il va marcher. On va juste monter le son. Allez-y. Ça marche ? Ça marche. Okay, super, merci. Je vais peut-être prendre la petite télécommande, du coup. Une petite présentation de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une autorité administrative indépendante. Une autorité, c'est un organisme qui va rendre des décisions, produire des avis. Vous pouvez les trouver sur le site débatpublictoutattaché.fr. Des avis sur la façon dont se déroulent les différentes concertations ou débats publics en France, dont la façon dont les maîtres d'ouvrage ont pris en compte les recommandations, comment ils ont répondu, etc. C'est une institution publique indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des responsables des maîtres d'ouvrage, ni de l'État, ni du pouvoir politique. Donc on n'est pas payé en clair par les maîtres d'ouvrage quand on intervient sur une concertation. Voilà. Et on est là pour défendre un droit. C'est un droit qui est inscrit dans le Code de l'environnement et qui dit qu'en fait, chaque personne a le droit d'accéder déjà aux informations sur l'environnement qui sont relatives à des projets et à des décisions publiques qui vont avoir un impact sur votre environnement de vie. Donc non seulement d'accéder à des informations, mais de venir participer, contribuer pour les décisions qui vont être prises. Ça, c'est inscrit dans le Code de l'environnement. C'est pour ça qu'on organise des concertations sous différents types de concertations. Ici, c'est une concertation préalable et volontaire. C'est un droit qui sert à quoi ? Quand on est dans une concertation préalable, comme ça a déjà été dit, préalable, ça veut dire avant la décision de lancer un projet. Ça veut dire qu'on vient ici discuter du pourquoi du projet. C'est quoi l'opportunité du projet ? Pourquoi ce projet est important ? Pourquoi ici ? Etc. Et puis, les conditions du projet. Quelle forme va-t-il prendre ? Quels sont les délais dans lesquels il va être mis en place ? Quels sont ces différents impacts dont on peut commencer à parler avant d'être au stade de l'enquête publique qui viendra après si le projet vient à poursuivre. Voilà. Alors voilà, nous sommes 2 garants nommés par la CNDP sur cette concertation préalable, Véronique Morel, moi-même et Denis Cuvillier, ici, qui se cache. On est bien dans le cadre d'une saisine volontaire de la CNDP par Isère Aménagement, c'est-à-dire que dans le Code de l'environnement, c'est bien précisé à partir de quel seuil d'investissement, par nature de projet, etc. Enfin, il y a toute une grille en fait de critères, au-dessus desquels les concertations préalables sont obligatoires. Là, on est en dessous de ces grilles de critères, en dessous de ces seuils de budget. Mais Isère Aménagement a souhaité nous saisir quand même volontairement pour venir encadrer, garantir cette concertation. Donc cette concertation est pilotée par Isère Aménagement et le Grésivaudan avec nous. Qu'est-ce qui va se passer après la concertation préalable ? Donc, comme l'a dit Madame Leparc, nous aurons un mois après le 11 novembre, c'est-à-dire jusqu'au 11 décembre, pour rendre notre bilan qui rendra compte de la façon dont s'est déroulée cette concertation, comment les publics sont venus, ont contribué, combien de personnes ont contribué, quels ont été les thèmes abordés également,
Les personnes qui étaient pour, quels ont été leurs arguments? Les personnes qui étaient contre, quels ont été leurs arguments? Quelles sont les propositions qui sont sorties également de l'ensemble des publics qui sont venus contribuer? Ici, je précise tout de suite que nous ne prendrons pas de position pour ou contre le projet. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas une enquête publique, ça viendra après, c'est une autre forme de participation du public. Là, nous sommes là pour rendre compte de l'ensemble des arguments qui vont être donnés par vous déjà dans la salle et par toutes les personnes qui contribueront ensuite. Donc ce bilan de concertation sera publié sur le site de la concertation ainsi que sur le site débatpublic.fr. On est dans une procédure complètement officielle et transparente et ouverte, chacun peut accéder. Ensuite, le responsable du projet, donc encore une fois, ça a été dit par Madame Leparc, mais aura 2 mois pour répondre à ce qu'on aura dit. Oui, à la fin de notre bilan, on va probablement donner quelques recommandations, quelques pistes, quelques questions peut-être aussi qui n'auront pas trouvé réponse dans le temps de la concertation. On le notera dans notre bilan. Et si le projet se poursuit, il y aura d'autres étapes de concertation à venir derrière, dont effectivement les enquêtes publiques qui viendront plus tard. Donc pour qu'une concertation, on va dire, réussisse et qu'on ait des échanges de qualité avec de l'argumentation, qu'est-ce qui est important pour nous? Eh bien d'abord, toutes les idées et tous les publics sont traités à égalité. On ne va pas favoriser la parole de l'un ou de l'autre. Toutes les paroles sont bienvenues et on va s'attacher à aller aussi à la rencontre de l'ensemble des personnes qui voudront contribuer sur ce projet. Tous les points de vue sont recevables à condition d'être argumentés. On ira vous chercher un petit peu. Vous êtes pour? Pourquoi? Expliquez-nous. Quels sont vos arguments? Quel est votre raisonnement? Vous êtes contre? Idem, expliquez-nous. Quels sont vos arguments, etc. Pour qu'on puisse nourrir la réflexion et derrière l'idée, c'est de bonifier la décision. La transparence, donc tous les échanges qu'on va avoir sont publics, les comptes rendus sont publics, les rencontres sont enregistrées, on vous l'a dit, pourront être retransmises. En tout cas, il y aura des comptes rendus et il y aura un bilan. L'ensemble des documents sont transparents et publics. Et les garants de la concertation, Denis et moi-même, sommes indépendants et nous ne prendrons pas parti. Notre job, notre mission, c'est de nous assurer que tout le monde aura pu contribuer de façon satisfaisante. Donc ce soir, la parole de tout le monde, de chacun d'entre vous est bienvenue. On vous demandera peut-être de réfléchir à une prise de parole assez condensée. C'est juste pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on puisse avoir un échange derrière. Mais tout le monde peut prendre la parole avec argumentation et avec respect d'autrui. Voilà, on est là pour s'écouter et pour justement pouvoir débattre sur le fond. Et finalement, je reparlerai rapidement des cahiers d'acteurs. Les cahiers d'acteurs, c'est une forme de contribution qui est plutôt destinée aux associations, collectifs, organisations diverses et variées, acteurs publics également, qui ont déjà une structure de raisonnement, un contenu qu'ils aimeraient, une position qu'ils aimeraient argumenter de façon un petit peu plus, on va dire, étoffée. Donc un cahier d'acteurs, ça fait quoi ? 4 pages, 5 pages. On pourra fournir un gabarit, si vous le souhaitez, avec une petite synthèse de votre argumentation, de votre position, et derrière les arguments, pour que l'ensemble des publics puissent accéder à l'ensemble des argumentations de chaque partie prenante. Voilà. Et ce qu'on pense, et ce qu'on prévoit, c'est que ces cahiers d'acteurs, dans leur diversité, puissent être présentés à la réunion de synthèse fin octobre. C'est-à-dire que la parole sera donnée à ceux qui souhaitent argumenter pour ou contre, à quelles conditions le projet peut-il se faire, etc., devant l'ensemble des publics présents lors de la réunion de synthèse. Donc ça nous paraît important que cette prise de position structurée et argumentée puisse aussi être amenée, être publique dans cette concertation. Donc faites-nous parvenir les cahiers d'acteurs. Oui, avant le 11 novembre, je dirais même avant, mi-octobre, fin octobre. Lancez-vous tout de suite dans la rédaction
pour qu'on puisse les incorporer dans la réunion de synthèse. S'ils arrivent après, ça sera un petit peu plus compliqué en fait. Voilà. Merci beaucoup, Madame Morel. Oui, Monsieur Cuvillier, vous aviez un complément. Je suis venu, alors je vais prendre un petit peu la parole pour pas être venu pour pas grand-chose. Un point, je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Véronique qui est important. La réglementation du Code de l'environnement, la réglementation sur la participation du public, elle est un petit peu compliquée. Mais il y a 2 étapes qui sont vraiment importantes. Le premier, c'est cette étape actuelle, avant que la décision de faire le projet ne soit prise, qui s'appelle l'étape de la concertation préalable, qu'on peut aussi appeler étape du débat public sur les gros projets. Il y a une deuxième étape obligatoire par le Code de l'environnement, c'est celui de l'enquête publique. Si le porteur de projet décide de continuer son projet, il fera une étude d'impact complète, appréciation des impacts, comment on les réduit, comment on les compense, et c'est le résultat de cette étude-là qui va être porté à l'enquête publique. Au moment de l'enquête, on ne débattra plus de l'opportunité du projet. C'est le rôle de cette étape. En revanche, on débattra de son impact sur l'environnement à travers l'étude d'impact. Et là, le public sera aussi amené à débattre, s'informer et débattre. Il y a une différence aussi, c'est le rôle des animateurs CNDP et commissaires enquêteurs. La CNDP ne donnera jamais d'avis sur un projet. Elle va remonter les argumentations du public. L'argumentation, ce qu'on vous demande, c'est pas dire je suis pour ou je suis contre. Si c'était ça, on perdrait une partie du contenu de la concertation préalable. C'est de dire, comme le disait Véronique, je suis pour parce que, je suis contre parce que, mais surtout de débattre des conditions de sa mise en œuvre. Si ce projet devait se réaliser, alors ce que nous demandons, ce que nous voulons, ce sont ces choses-là. Et tout ça, ça se synthétise très bien dans un cahier d'acteurs. Un commissaire enquêteur, lui, il va donner un avis sur le projet. Donc il a une responsabilité importante, il peut donner un avis favorable, défavorable, avec des réserves et des recommandations. Là, on est dans un rôle très précis, très strict et très engageant. Voilà, mais l'étape de l'enquête publique, si le projet poursuit, vous nous avez évoqué une échéance de 2025. Voilà. Eh bien écoutez, merci. Merci, Monsieur Cuvillier. Avant de passer à la présentation des enjeux de la filière, est-ce que les explications autour de cette concertation, du rôle des garants, des modalités, appellent de votre part des questions? Si vous en avez, n'hésitez pas, vous levez la main. Il y a des personnes qui passent le micro. Sinon, on passe à la présentation de Monsieur Mounier des enjeux de la filière des nanotechnologies et des semi-conducteurs. Bonjour, donc je vais vous parler des semi-conducteurs, à la fois à quoi ça sert, à quoi ils servent, comment ils sont fabriqués et pourquoi il est important d'avoir une filière semi-conducteur en France, particulièrement à Bernin. Alors, j'utilise le mot semi-conducteur, mais entendez-le, semi-conducteur et nanotechnologie. On va traiter ça de manière globale, ce sera plus simple. Alors, à quoi ça sert? Quand vous achetez un smartphone, vous achetez 100% de semi-conducteurs. Tous les composants d'un smartphone, que ce soit l'écran, la mémoire, les capteurs, sont des semi-conducteurs ou fabriqués avec des technologies de semi-conducteurs. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, à concentrer beaucoup de fonctions qui autrefois étaient réparties dans des systèmes électroniques différents. Un smartphone, ça prend des photos, on peut voir de la vidéo, écouter de la musique, on peut jouer, ça sert GPS. On est connecté à Internet, on échange des SMS, des services, on stocke de l'information et éventuellement on peut s'en servir comme téléphone. Mais bon, ce n'est pas la priorité des adolescents aujourd'hui. Et aujourd'hui dans le monde, il se vend par an 1,2 milliard de smartphones tous les ans. Ça veut dire qu'une personne sur 5 sur la planète en possède un. Alors, ça ne sert pas uniquement à faire des smartphones. Il y a un enjeu critique et très important, c'est le médical. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais vous voyez sur ce transparent des exemples de systèmes médicaux intégrant des semi-conducteurs ou des capteurs fabriqués avec des technologies semi-conductrices.
Vous avez le pacemaker. Le pacemaker utilise par exemple un accéléromètre qui va contrôler votre activité et réguler le pacemaker en fonction de ce que vous faites. Pour information, ce composant, cet accéléromètre, est à la base des airbags, développés il y a une trentaine d'années. Donc toutes les voitures maintenant qui ont des airbags ont également des accéléromètres, également utilisés dans le médical. L'imagerie médicale, également, avec les capteurs d'image visibles ou rayons X. L'endoscopie, l'oxymétrie pour mesurer l'oxygène. Chirurgie assistée également. Aide auditive. Toutes les aides auditives ont des semi-conducteurs ou des microphones également fabriqués à base de semi-conducteurs ou nanotechnologie. Mesure de glucose, électrocardiographe, détecteur de chute, thermomètre, dosage, délivrance de médicaments, biopuce, etc. Alors, l'intérêt également, un semi-conducteur, c'est une puce qui est toute petite qui permet de miniaturiser un système. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est également, il y a une tendance qui est d'intégrer ces fonctions médicales dans des montres intelligentes, des montres connectées. Du coup, vous serez en permanence capable de suivre, peut-être pas des paramètres critiques, ça ce sera réservé à des médecins ou des hôpitaux, mais au moins votre rythme cardiaque, voire votre taux de glycémie. Alors, quelle est la force du semi-conducteur dans l'industrie mondiale? Donc, j'ai retracé depuis 1990 l'évolution des revenus du semi-conducteur. Donc, vous voyez que c'est une industrie qui a commencé en 90 autour de 50 milliards d'euros, excusez-moi, et aujourd'hui, elle fait autour de 600 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas un long fleuve tranquille. En fait, il faut regarder plutôt les points jaunes. Vous verrez que c'est une espèce de courbe parce que c'est une industrie qui est soumise à des cycles. Surproduction, demande de composants. Notamment, il y a eu en année 2000 une bulle télécom où on a produit trop de composants. On pensait que l'Internet serait partout, dans tous les foyers. On s'est aperçu que ce ne serait pas forcément le cas tout de suite. Ensuite, 2005-2006, il y a eu une grosse demande de semi-conducteurs qui a été poussée par tout ce qui est cellulaire et ordinateur. 2008, la crise financière qui a affecté, comme toutes les autres industries, le semi-conducteur. 2011, alors là, ça a été l'émergence du smartphone avec l'iPhone, et là, vraiment, le semi-conducteur a reparti à la hausse. Et 2020, crise du Covid, donc baisse de production de semi-conducteurs parce que les usines étaient à l'arrêt, mais par contre, accroissement de la demande pour tout ce qui est télétravail, ou même pour, quand on était confiné chez soi, pour voir des vidéos ou autres. Donc, voilà, depuis une quarantaine d'années, c'est une industrie qui est en croissance. Et nous, nos prévisions de marché, c'est qu'à l'horizon 2030, on atteindra 1000 milliards d'euros en termes de revenus pour l'industrie globale de semi-conducteurs dans le monde. Pour les fabricants de puces, donc ST ou Global Foundry ou TSMC à Taïwan. Alors, oui, en termes d'emploi aussi, 2 millions d'emplois dans le monde, direct et indirect, parce qu'on n'a pas uniquement des ingénieurs et des opérateurs. Il y a tout un écosystème qui gravite autour des salles blanches, que ce soit des fournisseurs de services, des gens qui font de la tuyauterie. Voilà. Et donc, 2 millions d'emplois dans le monde et plus 1 million d'emplois sur les 5 à 10 ans qui vont venir. Donc, 3 millions d'emplois dans le monde, semi-conducteurs en 2030. Alors, Europe, Asie, États-Unis, la plus grosse croissance étant en Asie et aux États-Unis. Alors, juste un mot sur qu'est-ce que c'est qu'un semi-conducteur. Donc, ça commence avec ça. Donc, c'est un wafer, un substrat. Donc, c'est quadrillé et en fait, tous les petits carrés sont des semi-conducteurs qui sont ensuite découpés et mis dans des petits potiers. Donc, c'est fabriqué avec une machine de photolithographie qui sert juste à projeter le dessin de la puce sur un substrat. C'est assez énorme, c'est assez cher. Une machine, ça coûte 120 millions d'euros et une usine en a généralement une dizaine. L'acteur, le leader mondial est ASML, qui se trouve aux Pays-Bas. Et pour construire une machine comme cela, donc je disais qu'il y a toute une industrie qui tourne au-dessus du conducteur, ASML a 5000 sous-traitants dans le monde pour arriver à construire une telle machine. Donc, un semi-conducteur, à droite, vous voyez la photo. Alors,
cette photo se trouve au musée d'art moderne de New York, comme quoi, quelque part, ce n'est pas uniquement de la technologie. Et en bas, vous avez la coupe d'un semi-conducteur en noir et blanc. Et en fait, imaginez, c'est assez simple à fabriquer, ce sont des empilements de couches et de gravures. Imaginez New York, par exemple. Vous rétrécissez New York, vous aurez des buildings, et c'est cet empilement de niveaux qui en fait représente les fonctions semi-conductrices. Je caricature, mais voilà. Alors, aujourd'hui, également, il y a un intérêt environnemental à utiliser ce semi-conducteur pour tout ce qui est électrification. Donc, j'ai dit tout à l'heure, quand vous achetez un smartphone, vous achetez 100% de semi-conducteur. Quand vous achetez une voiture, dont le prix est 30 000 €, vous allez acheter entre 500 et 1 000 € de semi-conducteurs, qui sont critiques à la fois pour votre sécurité, j'ai parlé d'airbags, mais aussi pour tout ce qui est électrification ou bien ce qu'on appelle infodivertissement. Donc aujourd'hui, passer du moteur thermique au moteur électrique, on va passer de 20% d'efficacité. Un moteur thermique perd énormément d'efficacité avec tous les rouages, etc. Il y a bien moins de pièces mécaniques dans l'électrique, donc on gagne en efficacité. Et on diminue l'émission de CO2. On passe de 42 tonnes à 20 tonnes de CO2 équivalent. Et on cherche également à améliorer ses performances par la présence de nouveaux matériaux. Donc on parle beaucoup de silicium, on développe du carbure de silicium. C'est du semi-conducteur, c'est notre technologie, mais pour améliorer l'efficacité. Voilà, alors de quoi on a besoin pour construire une usine de semi-conducteurs? Donc il y a 4 choses importantes. Il faut des ressources humaines, donc des cadres, techniciens, opérateurs, qui sont des gens extrêmement bien formés. Il faut la présence d'un écosystème important, c'est-à-dire une usine ne va pas sortir de nulle part. C'est préférable d'avoir déjà un écosystème existant avec des gens qui savent faire les équipements, des gens qui savent gérer des environnements ultra propres, de l'eau ultra pure, etc. Il faut du terrain et il faut des ressources naturelles, de l'énergie et de l'eau, parce que bon, il faut quand même de l'eau pour fabriquer les semi-conducteurs. Alors, il y a un effet de levier, c'est-à-dire, je vous ai dit, il y a, quand une filière semi-conductrice se met en place quelque part, cet effet de levier est créatrice d'emplois. Donc, si on regarde, alors, il y a d'abord une croissance du marché, ouais, c'est ça. Donc, 500 milliards il y a 2 ans, 850 milliards en 2030. Il y a des investissements partout, principalement Taïwan, Chine, États-Unis, en Europe, puisque les extensions... Alors, ce qu'on appelle fonderie, c'est des salles blanches qui fabriquent des semi-conducteurs. C'est le même terme qu'on emploie en métallurgie, parce que le silicium peut être considéré comme un métal. Donc, 2021, 22 milliards d'investissements pour construire de nouvelles usines, et 2023, près de 30 milliards. Ça crée des emplois. Le partenariat qui est en train de se mettre en place en Allemagne pour Intel, c'est 10 000 emplois qui pourraient être créés. Et il y a création d'emplois indirects et induits. Ce sont tous les services autour d'une fab, d'une fonderie semi-conducteur. Donc les gens qui font du service, la maintenance, etc. Alors, un focus sur l'Europe. Donc, quels sont les pôles importants en Europe qui fabriquent des semi-conducteurs? Il n'y en a pas énormément, il y en a 4, et il y en a 2 principaux. Donc, Eindhoven en Hollande. Alors, Eindhoven, c'est la ville d'ASML. Donc, voilà, c'est normal que ce soit un écosystème semi-conducteur important. Mais ce sont surtout des équipementiers, ce ne sont pas des gens qui vont faire des puces. Louvain, vous avez également l'IMEC, qui est un peu l'équivalent du CELETI, mais en Belgique, avec pas mal de création de jeunes sociétés autour de semi-conducteurs. Et vous avez 2 grands sites importants, Dresde, en Allemagne, anciennement Allemagne de l'Est, et Grésivaudan, donc chez nous. Et alors, les 2 pôles les plus concurrents, c'est Dresde, Grésivaudan, et Eindhoven étant vraiment concentré sur les équipements de production, et Louvain plutôt sur la recherche. On fait un zoom maintenant sur la région grenobloise. Donc Grenoble, énormément d'industries de semi-conducteurs, d'électronique, électronique embarquée.
On estime à 30 000 emplois dans la R&D, dans un rayon de 20 km, 15 000 emplois en recherche publique, 15 000 en recherche privée, et également une infrastructure et un écosystème qui profite beaucoup de toute l'industrie semi-conducteur, que ce soit ST, effectivement, mais Orange, Google, General Electric, Apple, Huawei, qui poussent un peu le développement de nouvelles technologies. Et on va faire un zoom un peu plus précis sur Bernin. Alors Bernin, je vous ai expliqué, c'était très important qu'il y ait un écosystème existant pour implanter ou agrandir des usines. Donc il y a un écosystème qui existe à Bernin avec 4030 qui fait de la maintenance, de l'ingénierie, Euplan Materials qui a une antenne ici, qui est un très très important fabricant d'équipements comme ASML qui est américain mais qui a une antenne ici, qui travaille avec principalement ST. Fluidinox pour tout ce qui est tuyauterie, Fluid Memscap qui fait des microsystèmes, qui s'est créé il y a une vingtaine d'années, Ovivo pour le traitement de l'eau, Plasmatherm également qui fabrique des équipements comme Plan Material, mais dans une bonne mesure, ils sont un peu plus petits. Samtech qui fait de l'interconnexion électronique, Soitec que vous connaissez, qui fait des substrats. Donc substrat, c'est vraiment le matériau de base sur lequel on va venir fabriquer les puces, ST. Tronix, donc, qui a été racheté par TDK, qui est un concurrent de Memscap. Et Vogo, qui est plus un intégrateur qui fait des systèmes audio et vidéo professionnels. Voilà, donc voilà, bon, pour conclure, alors pourquoi Bernin? La présence d'un écosystème et la proximité est essentielle. Donc on est effectivement à Bernin avec cette existence d'un écosystème sur toute la chaîne de valeur, des équipements entiers, des gens qui font substrat et déjà des fabricants de microsystèmes, de nanotechnologie et de puces. Il y a une forte collaboration à la fois avec la R&D privée, CEA universitaire, avec l'UGA, entre Soitec et ST, mais aussi entre les autres acteurs, que ce soit Applied et d'autres. Grenoble a un pôle de recherche très fort, reconnu mondialement en R&D dans le semi-conducteur, avec le CEA et les universités. Une dominance technologique. Alors, c'est un peu technique, ce qu'on appelle le FDSOI, c'est une technologie propriétaire Soitec qui permet de diminuer la consommation énergétique des puces. Un environnement très créatif de nouvelles startups. Des grands acteurs comme Apple et Huawei qui participent à la création de programmes de développement, de nouvelles fonctions dans les téléphones portables. Et puis, il y a une politique de fédération des acteurs également sur place. Je crois que ça conclut ma présentation. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour cette présentation qui nous a fait voyager. Donc, on va passer à ce second temps d'échange. Enfin, comme il n'y avait pas de questions pour le premier temps d'échange, à ce premier vrai temps d'échange. Donc, consacré à ce qui vient de vous être présenté, c'est-à-dire les enjeux de la filière des nanotechnologies et les enjeux aussi pour le Grésivaudan. Est-ce que, par rapport à la présentation qui vient de vous être faite, ça suscite des questions de la part du public? Monsieur, ensuite monsieur. On va prendre une série de 3 questions. S'il y a d'autres questions dans la salle, on va déjà y aller pour les 2 premières. Allez-y. On en parle beaucoup, mais on a très très peu d'informations sur le classement Céveso des installations. Merci. Est-ce que vous pouvez passer le micro à votre voisin? Oui, moi je suis Pierre Bansillon, je fais partie de l'association Graines, Grésivaudan Nord Environnement. Je voulais simplement dire que cette présentation me laisse un peu mal à l'aise. J'ai effectivement dans ma poche un smartphone. Quand j'ai besoin d'avoir un scanner, je suis bien content de me faire soigner. J'ai aussi une voiture que j'utilise, même un vélo à assistance électrique. Donc vous avez donné des exemples justement d'utilisation des microprocesseurs qui sont tous ceux sur lesquels on est bien content. Donc je ne vais pas cracher sur les microprocesseurs, mais quand même, vous semblez oublier quand même que les microprocesseurs sont présents dans d'autres domaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a 2 conflits majeurs dans le monde. Il y a le conflit qui se déroule en Ukraine, dans lequel les armes qui sont utilisées sont nombreuses et très, très destructrices sur les populations. Il y a un conflit au Moyen-Orient.
qui fait énormément de morts. Je suis étonné que vous ne parliez pas de l'utilisation justement des microprocesseurs dans les armes, parce que tous les microprocesseurs qui sont fabriqués, que ce soit chez vous ou ailleurs, finissent toujours dans les armes, et on en retrouve qui viennent sûrement d'un peu tout le monde dans les armes qui sont fabriquées. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu malhonnête de ne pas avoir parlé de ça dans votre présentation. Merci. Je vous passe la parole juste après. Est-ce qu'il y a une troisième question ou est-ce que je repasse la parole à la tribune? Donc, pour rappel, 2 questions, 2 interventions. Parmi les entreprises que vous avez citées, est-ce que vous connaissez leur classement Céveso respectif? Et puis, pourquoi ne pas avoir parlé des armes dans l'usage des microprocesseurs? Alors, sur le classement Céveso, désolé, je n'ai pas la réponse. Voilà. Mais je pense que cette information existe et qu'on est en capacité de vous la fournir par écrit. Donc la question est bien notée et elle sera fournie par écrit sur le site de la concertation. Alors, pour la deuxième question, j'ai bien conscience que les semi-conducteurs sont utilisés dans la défense et le militaire. Alors, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire beaucoup de ce qu'on utilise aujourd'hui, le GPS, l'Internet, sont d'abord des inventions militaires. Donc il y a plutôt quelque chose développé d'abord par la défense qui va ensuite vers le grand public. C'est 2 exemples. Après, les applications défense représentent 5 à 6% du semi-conducteur. C'est-à-dire que les gens comme ST ou autres, ce qui les intéresse, c'est quand même produire des puces, des microprocesseurs, des semi-conducteurs qui vont aller dans des biens de grande consommation. Voilà, donc c'est une réalité. Effectivement, le semi-conducteur existe dans la défense. Mais ici, j'ai parlé de 3 secteurs qui représentent la majeure partie des revenus et de la fabrication de semi-conducteurs dans le monde. TSMC, qui est le plus gros fabricant mondial à Taïwan, principalement, ce qui a poussé son développement, c'est le smartphone. Voilà, mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Enfin, il y a l'INRED pas très loin qui fait des capteurs infrarouges publics, mais également pour l'aérospatial et le militaire. Merci pour ce complément. Dire que ça n'existe pas. Cette question sur l'exhaustivité et ce complément. Y a-t-il d'autres questions relatives ou observations relatives à la filière des semi-conducteurs qui vient de vous être présentée? Ou est-ce que tout le monde attend avec impatience la 3e partie sur la présentation du projet? Pas d'autres questions? Alors je vais passer la parole à Monsieur Clapaz pour la 3e partie, donc la présentation du projet d'extension de la zone d'activité du Parc des Fontaines. Monsieur Clapaz, c'est à vous. Je teste pour savoir dans quel sens il faut que j'appuie. C'est vers la droite. Bonsoir, je vais essayer, sans trop m'étendre, de vous présenter ce projet d'extension. Donc ce projet d'extension, avec ses raisons d'être et pourquoi une telle opportunité sur ce territoire. Alors, comme c'est dit en phrase introductive, les grands objectifs du projet, c'est l'extension de la zone qui est destinée exclusivement, je dis bien exclusivement, à l'accueil d'activités qui sont liées à la filière des micro-nano et des semi-conducteurs. Alors tout ça pour répondre à plusieurs objectifs, essentiellement 2, des objectifs de nature européenne et des objectifs de nature nationale. Vous avez peut-être entendu parler de l'European Chips Act, qui est un programme qui est développé par l'Europe, qui amène à faire que l'Europe soit beaucoup moins dépendante en matière de production de semi-conducteurs des États dont a parlé M. Mounier, donc Taïwan, la Chine, la Corée et les États-Unis, puisque l'essentiel de nos semi-conducteurs viennent de là-bas. Et l'Europe, aujourd'hui, produit 10% des semi-conducteurs dont elle a besoin. L'objectif de ce Chips Act européen, c'est d'arriver à doubler la production de semi-conducteurs sur le territoire européen, donc essentiellement Dresde et les Grésivaudan, pour passer de 10% à 20%.
Ça va nécessiter un gros effort en termes d'investissement industriel, puisque parallèlement à ça, vous l'avez vu sur les courbes, la demande en semi-conducteurs, bien que subissant quelques aléas cycliques, est une demande qui est croissante. Donc passer de 10 à 20, ça veut dire que très probablement à l'horizon 2030-2035, on aura besoin de 4 fois plus de puces que ce que l'on utilise aujourd'hui. Et puis le deuxième axe, bien sûr, que l'on essaie de privilégier, qui est la conséquence du CHIPS Act européen, c'est qu'à temps faire, puisque la France est déjà bien placée dans la compétition de production de semi-conducteurs, puisqu'on a 2 des leaders mondiaux qui sont sur le territoire français et en particulier sur le territoire du Grésivaudan, de permettre le développement de ces entreprises sur notre territoire. Répondre aux orientations stratégiques du territoire, vous savez qu'il y a un certain nombre de documents, d'outils territoriaux qui prévoient dans leur écriture, documents qui sont publics, qui prévoient la mise à disposition de foncier pour ces différentes activités stratégiques, notamment celles autour du semi-conducteur. Et dedans, vous pouvez trouver des éléments concernant ces politiques publiques dans le projet de territoire du Grésivaudan, qu'on est en train de retravailler, qui est en phase de finalisation et qui sera présenté prochainement. On en a débattu au dernier Conseil de communauté, mais aussi dans le schéma directeur des zones d'activité économique et dans les documents supra-urbanistiques que sont notamment le document du SCOT, le schéma de cohérence et d'orientation territoriale, qui s'impose à toutes les collectivités. Il faut faire des pauses de temps en temps. Et puis, consolider donc une filière qui est majeure dans l'économie du territoire français et du territoire plus spécifiquement grésivaudanais, parce que, comme l'a expliqué M. Mounier, il y a une synergie d'entreprises, il y a des laboratoires, il y a des universités qui bénéficient de cette filière et qui permettent aussi à cette filière de progresser, notamment techniquement. Alors, il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur le bouton. Alors, donc, une filière des nanos et des semis dans l'économie du territoire, avec donc une présence importante dans le secteur industriel, évidemment pour nous, ST et Soitec, mais aussi de multiples acteurs. Certains ont été présentés dans les slides présentés par le cabinet Yole, avec évidemment un secteur d'activité qui est le premier pourvoyeur d'emplois dans la grande région grenobloise et en particulier dans le Grésivaudan. Grosso modo, on sait qu'un emploi créé chez ST ou chez Soitec génère 2 emplois et demi. On m'entend même sans micro, il paraît. 2 emplois et demi connexes, et qui sont des emplois évidemment qui peuvent être technologiques, mais qui sont aussi des emplois de l'industrie traditionnelle. On a le cas à Bernin avec Fluidinox, qui est une entreprise de chaudronnerie, tuyauterie tout à fait traditionnelle, mais qui a mis son savoir au service des entreprises de la microélectronique. Et puis, on a un important pôle de formation universitaire. Vous savez que Grenoble, c'est environ 65 000 étudiants. Il y a un peu plus de 3 000 doctorants et 5 000 profs d'université qui travaillent et qui permettent d'approvisionner en intelligence, en savoir, en connaissance, cette filière, mais aussi d'autres filières de l'économie. Et puis, évidemment, des retombées économiques majeures de la filière sur le territoire, puisque la filière micro-nano représente environ 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 636 millions d'euros de valeur ajoutée et un peu plus de 25% du total de la valeur ajoutée qui est créée sur le territoire, sans parler de la fiscalité économique qui est reversée au territoire et qui permet notamment de doter le territoire d'équipements publics au service de tous. Et je pense aux piscines, aux gymnases, aux multi-accueils pour les enfants, mais aussi au développement des transports en commun, puisque ce sont les entreprises de plus de 10 salariés qui participent au financement des transports en commun. Et évidemment, quand vous avez ST et Soitec
sur votre territoire, qui à L2 emploie plus de 6500 collaborateurs. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur ce versement mobilité, ce qui a permis à l'offre transport de considérablement se développer, même si je peux vous accorder qu'elle n'est encore pas tout à fait parfaite, mais qui a permis de considérablement se développer depuis une vingtaine d'années. Alors là, je vous ai mis une slide sur l'évolution du nombre d'emplois par secteur d'activité. Donc, comme vous pouvez le voir, alors le Grésivaudan, c'est grosso modo 37 000 emplois, 38 000 emplois. Et vous voyez que l'industrie plus les services aux entreprises représentent à peu près 20 à 25 000 emplois. Sur ces 37 000 emplois, le secteur public, les collectivités, les mairies, l'intercommunalité représentent environ 3 500 emplois, donc environ 10% des emplois du Grésivaudan. Et sur les 33 000 emplois privés qui restent, près de 25 000 émanent de toutes nos entreprises, et particulièrement des entreprises de la microélectronique avec les sous-traitants qui vont autour. Alors, dans le schéma dans le schéma directeur des zones d'activité économique que le Grésivaudan a adopté, vous voyez un peu les items qui ont été déclinés. C'est le maintien ou la densification des capacités d'accueil foncières existantes. C'est pour ça qu'on travaille sur l'optimisation de nos zones d'activité en matière d'occupation du foncier. Alors, vous pourrez toujours me dire qu'il y a des usines avec des grands parkings. Oui, c'est vrai. Il y a 25 ans, c'était le modèle. Les choses ont changé. La société a changé. Et maintenant, on est dans une démarche d'optimisation de notre foncier économique. Mais on a aussi la volonté de développer de nouvelles zones d'activité stratégiques pour rééquilibrer le développement économique du territoire. Le Grésivaudan, c'est 49 zones d'activité réparties sur tout le territoire, des zones qui ont été initialement créées par des communes et qui, par le biais du transfert de compétences, sont redevenues à la communauté de communes quand la loi NOTRe s'est appliquée. Mais il y a aussi des zones d'activité intercommunales. Aujourd'hui, sur nos 49 zones d'activité, il n'y en a que 3 qui sont des zones d'activité dédiées. Il y a la zone d'Innovalet à Montbonneau, il y a la zone Bernin-Crolles autour des micro-nanos, et il y a le pôle bois à Goncelin. Toutes nos autres zones d'activité sont des zones d'activité multisectorielles où on essaye d'implanter des entreprises qui ont vocation à répondre à tous les besoins du territoire, et en matière d'usage et en matière d'emploi. Voilà, donc je vous le disais, donc on affirme la vocation de ces 3 zones d'activité et on diversifie sur les autres. Et puis on essaye aussi de faciliter le parcours immobilier des entreprises sur le territoire. Ça va de la pré-création de l'entreprise au passage en pépinière, en atelier relais et après en foncier disponible pour qu'elle puisse s'implanter sur le Grésivaudan. On améliore au quotidien la qualité de nos zones d'activité économique. On en a récupéré certaines qui sont anciennes, d'autres sont plus récentes, mais il y a un gros programme qui est fait sur nos zones d'activité économique pour les rendre plus performantes, notamment énergétiquement, puisque à la fin de l'année 2025, l'intégralité de nos zones d'activité économique seront en éclairage LED. Alors ça peut paraître comme ça anecdotique, mais c'est plus d'1 million d'euros d'investissement pour être énergétiquement un peu moins dépensier. Et puis en même temps, on en profite pour refaire tout ce qui est système d'assainissement et d'adduction d'eau potable. Donc un gros travail sur nos zones d'activité économique, sachant que pour ce qui est de nos friches, à l'exception de la friche Bergès, qui est en face, les anciennes papeteries, qui est, elle, frappée de nombreuses contraintes, notamment en termes de risque, et qui fait que pour l'instant, le sujet n'a pas pu aboutir, mais on y travaille et on a de bonnes pistes pour la faire sortir de terre et lui rendre un peu de sa vocation. L'intégralité des friches économiques du Grésivaudan ont été requalifiées. Alors, notre zone des Fontaines, aujourd'hui, c'est quoi ?
ben, vous voyez un plan de la vallée, hein, là-bas au fond, Pontcharrat et de notre côté, Grenoble, avec la zone du parc des Fontaines au premier plan à Bernin et le parc technologique de Crolles derrière, mais qui est en continuité immédiate de la zone de Bernin. Alors, les caractéristiques actuelles de notre parc des Fontaines, c'est quoi? Il est intégralement basé sur la commune de Bernin. Il représente dans sa configuration d'aujourd'hui 22 hectares. C'est la partie donc, qui est à l'intérieur de la forme bleue. Il y a un taux de vacances qui est extrêmement faible dans cette zone d'activité. C'est une zone d'activité qui, en termes de foncier, est intégralement remplie et qui, en termes d'immobilier d'entreprise, est quasiment pleine, puisqu'on a 2,1% de vacances sur les locaux existants dans la zone d'activité. Et c'est déjà une zone d'activité économique qui est exclusivement centrée sur la micro et les nanotechnologies. Voilà, avec un écosystème d'entreprises de la filière des semi-conducteurs qui est existant sur le parc des Fontaines. Alors vous voyez Soitec, mais vous voyez toutes les entreprises qui gravitent autour, sachant que petit à petit, et c'est une bonne chose concernant la croissance de Soitec, mais petit à petit, déjà, Soitec a eu des besoins de s'agrandir et a déjà reconquis une partie des bâtiments existants pour y implanter des bureaux, de l'ingénierie. Donc petit à petit, on a une zone d'activité qui s'est intégralement remplie et qui ne laisse plus aucune disposition pour contenir, d'accueillir des entreprises de la microélectronique. Alors, quelles sont les caractéristiques d'extension de notre projet? C'est compliqué de jongler avec ces feuilles, le truc, mais bon, c'est un exercice auquel il faut s'habituer. Bon, là, vous avez une localisation un peu plus rapprochée, celle de tout à l'heure. Ce que j'ai oublié de vous dire dans cette slide, c'est que vous voyez qu'il y a une zone bleue, un ruisseau bleu, qui est le ruisseau du Craponneau, là où est écrit Fluidinox, qui en fait empêche l'extension de la zone d'activité du côté Crolles. Donc notre seule possibilité d'extension de notre zone d'activité actuelle des Fontaines, c'est de tirer l'extension en direction de Grenoble et du sud de la vallée, si tant est que Grenoble soit au sud de Bernin. C'est un grand sujet de discussion entre nous, mais je ne réglerai pas le débat ce soir. Alors, les aménagements qui ont été prévus par l'aménageur, Isère Aménagement, c'est donc la viabilisation du foncier. Vous voyez que le projet que l'on imagine représente environ 10 à 11 hectares, que le job de notre aménageur, c'est la viabilisation du foncier, en faisant que le foncier, une fois qu'il a été acquis, puisse être raccordé électriquement, disposer de tous les équipements de base pour que les entreprises puissent s'installer, d'aménager les espaces publics et les différents lots. Pour faire simple, c'est découper la zone en lots commercialisables, créer, et ça c'est très important, un tampon végétal entre la zone d'activité et les abords, on va dire en se rapprochant, même si on en est très loin, de la partie urbanisée de Bernin, urbanisée habitat de Bernin, et réaménager les voiries en prenant bien sûr en compte les cheminements agricoles qui existent aujourd'hui. Alors, la commercialisation, donc je vous le disais, va être sous forme de lot d'activité, conformément évidemment aux différentes autorisations administratives qui vont être données si on poursuit le projet. Et il y a deux conditions qui sont fondamentales et indispensables à remplir. C'est la cohérence de la nature de l'activité, c'est-à-dire qu'aucune entreprise qui ne sera pas dans le domaine des micro-nanotechnologies ne pourra venir s'installer dans cette extension. Et puis bien sûr, et c'est maintenant devenu la moindre des choses, le respect des prescriptions environnementales et des obligations
réglementaires. Hop. Voilà. Alors, les entreprises intéressées par le projet, c'est donc, je vous le disais, des entreprises de la filière nano, alors soit déjà présentes, parce que des entreprises déjà installées sur le site peuvent avoir des besoins d'extension en fonction de leur croissance, mais aussi des entreprises qui souhaitent se développer et qui souhaitent venir dans le Grésivaudan, parce que c'est justement en termes de micro-nano, j'ai envie de dire, place to be. On ne peut pas être ailleurs que dans le Grésivaudan si on travaille dans le monde des micro-nanos. Des entreprises de services, évidemment, parce que toutes ces entreprises de la microélectronique et des nanos ont besoin de sous-traitants, et de sous-traitants qui vont des chaudronniers aux vendeurs de gaz, toutes les entreprises dont ils ont besoin pour leur centrale de traitement d'air, que sais-je encore, et des entreprises aussi, bien sûr, issues de l'essaimage du CEA ou des grandes entreprises, parce que vous savez qu'il y a un très fort laboratoire au sein du CEA qui s'appelle le LETI, qui produit énormément de choses et dont souvent les chercheurs essaiment et ont besoin de créer leur start-up et de s'implanter dans des zones d'activité pour bénéficier justement de cet environnement. Voilà, le coût et le financement du projet, parce que c'est forcément un point qui est important. Vous voyez que c'est un coût qui va représenter, alors les choses seront affinées en fonction de l'ajustement des périmètres, de savoir suite au débat, les choses qui seront mises en œuvre. C'est un coût qui est estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Et c'est un financement qui est intégralement assuré par la commercialisation des terrains. Et vous avez le coût décomposé avec les frais, les études préalables des travaux et les honoraires, les acquisitions foncières et la rémunération de l'aménageur qui se paye sur le prix de vente du foncier. Pour le calendrier prévisionnel, je vais peut-être laisser Vanessa Leparc en reparler, rapidos. Oui, rapidement, en fait, on l'a déjà présenté en première partie. L'objectif, donc, c'est de mener cette concertation préalable pour déposer nos dossiers d'autorisation environnementaux, si et seulement si, à l'issue de la concertation, la décision est prise de maintenir le projet. Auquel cas, on déposerait les demandes d'autorisation au premier semestre 2025, en début de ce semestre, pour une enquête publique, envisager une enquête publique au second semestre 2025. Pareil, une obtention en 2026 des autorisations et un début des travaux 2026-2027. Merci beaucoup, merci Monsieur Clapaz, merci Madame Leparc pour ces présentations enflammées. Non mais vous avez tenu le timing et ça nous laisse donc une bonne demi-heure pour des échanges qui seront certainement nourris concernant la présentation. Alors je vois beaucoup de personnes qui prennent en photo les slides. Je voulais juste vous signaler que la présentation et le compte-rendu de notre réunion seront évidemment mis en ligne sur le site internet du projet si vous voulez retrouver l'intégralité de la présentation. On va donc repasser la parole à la salle, parce que je pense que la présentation du projet lui-même doit certainement susciter pas mal de questions. Donc il y aura monsieur, ensuite madame et ensuite monsieur. Je reviendrai vers vous après. Allez-y. Bonsoir, je me présente, je suis Florian, je suis habitant de Crolles et je travaille également dans le secteur du semi-conducteur. J'ai une question, quand on voit en fait les vues satellites, on se rend compte qu'il y a une surface significative qui est aussi liée au stationnement, au parking, etc. Donc j'ai une question globalement sur la mobilité, parce que voilà, comme certains ici, ayant pratiqué la zone, on voit que c'est fortement saturé. Donc dans le cadre de cette extension de cette ZAE, qu'est-ce qu'il est prévu globalement sur les infrastructures et également sur les services en fait de transport, même en dehors de la délégation Isère Aménagement peut-être, pour déjà prévenir un peu cette augmentation forcément de fréquentation, de mobilité des salariés, etc. Merci. Ensuite, madame. Bonjour, Mathilde, je suis une habitante de Bernin aussi.
Donc j'ai plusieurs questions sur le. Vous avez parlé de l'extension de la ZAE, pardon. Par contre, vous précisez pas si c'est du secteur tertiaire ou si c'est de l'industriel, sachant que l'industriel va apporter forcément des risques supplémentaires et potentiellement toucher au PPRT. Quels sont les risques pour les habitants autour? Est-ce qu'il y a des expropriations pour des propriétaires terriens? Qu'est-ce qui est envisagé dans tout ça? Et derrière, tout ce qui était mobilité, le flux d'approvisionnement de ces nouveaux secteurs industriels ou pas, avec tout ce qui est approvisionnement en matières premières, produits finis, etc. Voilà. Donc, quelles sont réellement les conséquences pour les habitants autour de cette zone? Merci. Et la parole juste devant. Je suis un habitant de Bernin. Est-ce qu'on peut avoir la garantie qu'une seconde extension n'intervienne quelques années après celle qui est programmée? Et d'autre part, est-ce qu'on pourrait savoir la hauteur des bâtiments? Parce qu'entre les nouveaux bâtiments qui ont été construits en 2023 et des bâtiments qui sont plus en amont dans le coteau, il y a une grosse différence pour l'environnement. Merci pour cette série de questions. Je vais les résumer rapidement avant de repasser la parole à la communauté de communes du Grésivaudan et à Isère Aménagement. Donc, des questions sur le renforcement ou non des infrastructures de transport. Je prends 3 questions, je repasse la parole et ensuite je repasse la parole au public. Je vous ai vu, je ne vous oublie pas. Donc, est-ce qu'il y a des choses de prévues sur le renforcement des infrastructures des transports? Quel risque industriel lié aux entreprises qui viendront s'installer sur cette extension de zone d'activité? Y a-t-il des expropriations qui sont liées? Quels effets, quels risques peut-être concernant les flux d'approvisionnement de ces entreprises? Quelle sera la hauteur des bâtiments? Est-ce qu'on la connaît déjà? Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà avoir la garantie qu'il n'y aura pas une autre extension ultérieure? Je vous repasse la parole. Bon, on va essayer de jongler à plusieurs sur les réponses en fonction des sujets sur tout ce qui est infrastructure. Donc, monsieur, pardon. Je l'ai évoqué rapidement dans ma présentation. En termes d'infrastructure, effectivement, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas grand-chose comme infrastructure de développement. Je vous l'ai dit, grosso modo, ça date des années 90-95. Et à cette époque, il n'y avait que peu de transports en commun qui desservaient Crolles et Bernin. Alors, d'où la grandeur notamment des parkings qui étaient faits à l'époque, qui était aussi le fruit de la construction et des pratiques de l'époque. Mais en termes d'infrastructure, alors il y a déjà eu, pour essayer de fluidifier un petit peu le flux voiture, il y a déjà eu le demi-échangeur de Bernin qui a été mis en place, qui commence déjà à être aussi bien rempli. Et il y a eu surtout, et je l'ai évoqué, un très gros développement de l'offre transport et une modification même de l'esprit de l'offre transport, puisque il y a encore un mois, vous savez qu'avec les logiques territoriales qu'on subit et avec lesquelles on est obligé de faire, le Grésivaudan et la métropole, qui sont les deux principaux pourvoyeurs d'emplois de cette zone, grande zone d'activité Crolles-Bernin, étaient deux intercommunalités qui étaient complètement étanches en matière de transport. Alors, il y avait la région par-dessus qui avait, elle, la compétence de pouvoir faire balader ces transports à l'intérieur de chaque territoire, mais sinon, chaque territoire ne pouvait pas, avec ses propres transports, rentrer dans le périmètre de l'autre. C'est mal foutu, on l'a regretté longtemps, mais malheureusement, c'était la loi. Alors, on a créé un syndicat mixte qui s'appelle le SMAG, dont vous avez tous entendu parler. Et par l'intermédiaire de ce syndicat mixte, on a réussi, depuis le 1er septembre, alors c'était un travail qui a commencé dans l'ancienne mandature, avant les élections municipales de 2020, mais on a réussi à aboutir, là, au 1er septembre 2024,
on a unifié l'offre transport avec plus qu'un seul réseau de transport en commun qui s'appelle maintenant M-Réseau. Et toutes les lignes qui se baladent entre Grenoble et le Grésivaudan. Et très bientôt, ce n'est pas un scoop, la presse en a déjà fait écho, et très bientôt le Voironnais, probablement en tout début d'année, il n'y a plus de frontières territoriales qui existent entre ces trois collectivités, et les bus peuvent desservir tous les points extrêmes de ces collectivités avec le même titre de transport, au même prix. Alors je ne vous parle même pas des abonnements qui fonctionnent de la même manière. Mais donc il y a eu un gros développement de l'offre transport. Et en plus de ça, on va récupérer très prochainement les transports express de la région qui vont aussi être intégrés dans le réseau M-Réseau. Donc un développement des transports qui a été constant avec une accélération très très nette maintenant, notamment liée à la croissance de ces entreprises et à la croissance de leur versement mobilité, puisqu'on vient de le passer de 1,3 à 1,7% de leur masse salariale, ce qui pour les entreprises, je vous redis, tous les employeurs de plus de 10 personnes, que ce soit des collectivités ou des entreprises privées, sont soumises à ce versement mobilité dès lors qu'ils ont plus de 10 emplois. Donc une hausse de leur versement, le budget transport, le versement en mobilité de toutes les entreprises, de tous les employeurs du Grésivaudan, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros qui sont affectés à cette nouvelle offre de transport. Et puis, en termes d'équipement, il y a aussi un autre équipement qui est en train de voir le jour. Le premier est en train de s'installer à Bernin, tout de suite à la sortie de l'échangeur. C'est qu'effectivement, moi, quand j'ai pris ma délégation, j'ai eu le même réflexe que beaucoup. C'est vrai qu'on s'était habitué à ces grandes surfaces de stationnement. Et avec la raréfaction du foncier, j'ai attiré l'attention des entreprises grosses employeuses en disant on ne peut plus garder ces modèles où on a des milliers de places de parking à l'horizontale qui bouffent du foncier, sachant que notre foncier économique va en se raréfiant. Tous les jours, on a un peu moins de foncier économique de disponible pour nos entreprises. Donc, petit à petit, l'acculturation s'est faite, le cheminement s'est fait, et les deux grosses entreprises du pôle micro-nano Crolles-Bernin sont en train de travailler sur la création de parkings silos. Alors, l'intercommunalité prendra aussi sa part, puisque à terme, il y aura un parking silo qui sera fait au sud de la zone de Crolles, mais ST, quand il aura fini son petit jeu de Tetris, là, parce que pour l'instant, il en a un peu de partout, parce que c'est vraiment un Tetris, il bouge les choses en fonction de la façon dont ils doivent construire à l'intérieur de leurs 42 hectares que représente leur site. Mais sur le grand parking qui est à l'entrée de ST aujourd'hui, à terme, il y aura un parking silo. Et Soitec a attaqué récemment, d'ailleurs vous voyez le bâtiment commencer à prendre forme, puis tout au moins il y a un gros panneau qui le montre, va aussi déployer un parking silo qu'il va utiliser pour pouvoir également prendre en compte cette dimension foncière dans le cadre de ses besoins actuels. Donc, échangeurs, parking silo, transport en commun, ça ce sont pour les équipements structurants. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est équipement structurant en termes de services à la population, indirectement aux salariés de ces entreprises. Je vous l'ai dit, grâce à la fiscalité économique, le déploiement d'équipements publics au sein des collectivités, de la collectivité du Grésivaudan, mais des communes, pour être au plus près du besoin des habitants. Merci. Je rappelle la série de questions restantes où vous voulez continuer, si vous les avez en tête. Je peux parler un peu vite fait. On a vite fait alors. D'expropriation. Oui, allez-y. C'était madame. Alors pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette phase d'expropriation. Évidemment, si le projet aboutit, il y a 10, 11 hectares à aller chercher après la zone d'activité actuelle. Donc pour l'instant, on est en discussion avec les agriculteurs qui sont soit des exploitants, soit des propriétaires exploitants.
on est en discussion avec eux pour regarder comment les choses peuvent avancer sans qu'on aille à l'expropriation. Sachant que qui dit expropriation dit qu'il faudrait qu'on prenne une DUP, etc. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à la phase négociation. D'autres questions sur la nature des entreprises, tertiaires ou industrielles, et quels sont les risques industriels associés? Est-ce qu'on peut apporter une réponse d'ores et déjà, ou est-ce que c'est trop tôt par rapport à l'avancée du projet et à la temporalité et à la connaissance que vous n'avez pas encore des entreprises qui viendront? J'ai oublié un petit truc sur les équipements. Il y a évidemment les modes doux. J'ai oublié d'en parler, parce que malheureusement, je suis trop en voiture et pas assez à vélo. Mais la mise en place de la passerelle sur l'Isère et sur l'autoroute pour aller de la gare de Brignoux jusqu'au site Crolles-Bernin, qui va être intégralement en mode doux piéton cycle. Donc c'est un équipement qui est important, qui va bientôt aussi sortir de terre. Alors, tout ça est très long. Mais ça avance bien au niveau des modes doux aussi, avec cette fameuse passerelle. Et puis le travail que l'on fait, mais c'est pareil, la presse en fait beaucoup l'écho, le travail qu'on fait sur ce que l'on appelait le RER à la grenobloise pour réinvestir nos gares de la vallée du Grésivaudan. Voilà, j'en ai fini pour les équipements. Merci. Donc nature des entreprises et potentiel risque industriel associé. Nature des entreprises, je l'ai dit, des entreprises de la micro-nano. Donc en termes de risques associés, alors je ne sais pas si le qualificatif que je vais utiliser est approprié, s'il va plaire, mais j'ai envie de dire pas plus de risques qu'aujourd'hui, pas d'entreprise, si tant est qu'elle génère des nuisances, pas d'entreprises qui généreront plus de nuisances que celles qui sont implantées aujourd'hui. Aujourd'hui, les principales nuisances que l'on a sur ces deux sites, c'est un peu le bruit et un peu la lumière, enfin un peu ou beaucoup. Je vous laisse le soin d'apprécier. Donc dans tous les cas, on sera dans ce type d'entreprise-là, et il y aura des entreprises de production, micro-nano, si elles souhaitent venir s'implanter ici, mais il y aura aussi beaucoup de start-up, de PME, TPE, donc avec pas du tout le même niveau de nuisance que peut avoir une grosse entreprise. Il y avait également une question sur la hauteur des bâtiments. Est-ce qu'elle sera fixée comme une donnée pour cette zone? Est-ce qu'on peut déjà apporter une réponse sur ce sujet aujourd'hui? Bon, la hauteur est forcément réglementée par un document d'urbanisme. Donc le PLU, et sera appliquée la règle des hauteurs actuelles sur la ZE du Parc des Fontaines. Il reste une dernière question sans réponse. Est-ce que le public peut avoir la garantie qu'il n'y aura pas une seconde extension après cette première extension? Alors, si tant est que cette extension-là se fasse, puisque vous avez bien compris que le principe de la concertation, c'est pour l'instant, on est dans une logique au conditionnel. A priori, alors je ne sais pas ce que diront les lois dans les 30 années à venir, mais a priori, compte tenu notamment de la loi climat et résilience et de l'imposition du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, ça va être extrêmement compliqué, si tant est qu'il y ait une intention, de porter une deuxième extension à cette zone d'activité après celle-là, si elle se fait. Merci. Donc, probabilité extrêmement faible. Merci, je vais repasser la parole à la salle. Il y avait monsieur qui a levé la main tout à l'heure. Il y a monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? On va prendre ces trois-là. Donc monsieur en premier, ensuite monsieur et ensuite monsieur. Oui, moi j'ai trois domaines sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Il y en a deux que vous avez abordés, les mobilités douces, les mobilités actives plutôt. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits, mais je vois que sur ce projet que vous êtes en train de présenter, les choses se règlent en moins de 3 ans.
Sur les mobilités douces, on est sur des durées qui sont bien plus grandes alors que les besoins sont énormes. Si on veut changer les choses, si on veut changer, faire évoluer la situation, il faudrait qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure et que les infrastructures que vous avez commencé à mettre en place, il faudrait qu'elles aillent beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de chantiers encore à faire dans le Grésivaudan pour permettre justement une circulation dans de bonnes conditions pour les cyclistes. Et ça, c'est une condition nécessaire, si vous voulez, pour que les gens l'utilisent plus. Ça, c'est le premier domaine. Donc, j'ai bien noté quand même qu'il y avait des choses qui avaient été faites. Le deuxième domaine, c'est ma deuxième question, ça concerne effectivement l'expansion. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez limité d'un côté par le ruisseau là, qui passe, le Craponneau, et de l'autre côté, vous aviez la possibilité de l'expansion que du côté de Grenoble. Moi, je me dis que peut-être qu'il faudrait quand même réfléchir à une expansion plutôt vers le haut. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a un problème avec les terres agricoles. Quand vous dites vers le haut, vous pensez en hauteur. En hauteur. Oui. Verticalisation. Exactement. Dans la mesure où, si vous voulez, on sait, vous le savez bien, il y a un problème de terrain nécessaire. L'artificialisation des sols, c'est une vraie problématique. Donc, si vous voulez, ça mériterait peut-être qu'il y ait une réflexion qui se fasse maintenant, non pas pour s'étendre à plat, mais pour trouver des solutions dans toutes les zones d'activité, hein, pas que celle-ci, qui permettent justement plutôt une extension vers le haut et pour limiter justement ça. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième domaine. Le troisième domaine sur lequel je voulais intervenir, excusez-moi, j'ai beaucoup de questions. Allez-y. Ça concerne le document là, que vous nous avez distribué là, à l'entrée. Je l'ai comparé au document qu'on retrouve sur le site de la communauté de communes. Et en particulier, il y a une partie qui a été supprimée. Il y en a une partie qui a été supprimée qui concerne les terres agricoles. En effet, il est dit sur les conséquences environnementales d'une non-réalisation du projet. Il est dit dans le document qui est sur le site de la communauté de communes que dans le cas de l'extension, dans le cas où l'extension de la ZAE du parc des Fontaines venait à ne pas se réaliser, les espaces agricoles bernier-noix et la zone humide seraient maintenus. Néanmoins, l'activité agricole actuellement présente sur la zone peut soumettre cette zone humide à des pressions considérables liées à l'utilisation excessive d'éléments nutritifs et de pesticides, à la dérivation et au prélèvement non durable de l'eau et à la surexploitation de la biodiversité. Alors, ce passage a été supprimé. J'imagine effectivement vous êtes un peu mal à l'aise parce que si les associations environnementales utilisaient un tel langage, on nous accuserait d'agribashing. Je suis un peu surpris et je constate effectivement qu'il doit y avoir un problème. Vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à la suppression des terres agricoles, puisque effectivement, c'est quand même un élément important. On sait que les terres agricoles ont un rôle à jouer et je crois que mon collègue qui est à côté de moi pourrait intervenir là-dessus. On va passer la parole à monsieur là-bas qui avait levé la main en deuxième. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir tout le monde. Vous avez très peu parlé dans cette longue présentation des aspects environnement, mais l'environnement qui m'intéresse, moi, j'habite le cœur de Bernin, c'est l'environnement du bruit. Vous avez juste prononcé le mot tout à l'heure. Si au cours de l'été, les quelques jours de canicule qu'on a eu cette année n'étaient pas très nombreux, on a essayé de dormir en ouvrant la fenêtre, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que les tours aéroréfrigérantes, qui sont des fréquences basses, vous empêchent de maintenir votre fenêtre ouverte si on habite le centre de Bernin. Or, on sait faire des tours aéroréfrigérantes qui coupent drastiquement ce bruit. C'est un tout petit peu plus cher à la construction. Si aujourd'hui, on continue à étendre le niveau de bruit qu'on a déjà actuellement et qui est important dans les conditions que je viens de rappeler, alors à la question posée, êtes-vous pour ou contre? Moi, je suis contre ce projet. Si par contre, on veut bien prendre en compte ces données, et on sait les prendre en compte, il suffit que nos municipalités soient un tout petit peu plus fermes sur la défense des résidents de leur commune. Alors je suis pour, parce qu'on ne peut pas aller contre les décisions politiques qui sont prises au niveau national. Tout ça, on le comprend bien. Mais la population qui vit tout proche de ces zones d'implantation de ces sites industriels doit être prise en compte avec un petit peu plus de temps
dans votre présentation que celle que vous leur avez accordée. Donc, moi, je demande impérativement qu'on prenne ces choses-là très sérieusement et qu'on les considère comme étant une partie intégrante de l'étude de faisabilité de ce projet. Merci de m'avoir pris en compte cette question. Merci. Isère Aménagement pourra vous répondre et la J'ai encore un tout petit aussi. complément quand même. Parce qu'il y a un an, déjà, avec un voisin, nous avons fait ces remarques dans l'étude qui a été faite côté Kroll. Et on a une communication du côté de ST et sans doute de Soitec qui est très, très élaborée. Ah bon, vous avez un petit problème de bruit, mais on va venir faire des tests et des mesures de bruit dans votre jardin. Or, les références qui sont prises en compte par ces gens-là, c'est des sites industriels. Et nous sommes une résidence. On ne veut pas entendre parler des références de seuil d'une zone industrielle. Il faut prendre en compte les seuils d'une résidence de gens qui rentrent chez eux pour se reposer avec le calme. Si dans votre commune, on a des règles comme nous avons, si je fais la taille à minuit, je vais avoir des ennuis. Un industriel, il a tous les droits, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Il faut prendre tout ça en compte dans le projet. Merci à vous. Merci. Je voulais juste signaler qu'il y a une réunion publique dédiée aux impacts environnementaux, humains et naturels. Que là, on était vraiment sur une présentation générale. Monsieur, vous aviez levé la main et je vous passe la parole. Alors, dans les inconvénients qu'il y aurait à ne pas faire cette zone, on cite notamment le fait qu'on pourrait produire en Chine ou ailleurs. En ce qui concerne la consommation d'eau, Taïwan, qui a très peu d'eau et beaucoup de population et manque d'espace, sait construire en hauteur et recycle davantage d'eau à des taux faramineux par rapport à Taïwan. On fait de l'eau potable avec des eaux d'égout. C'est dire que les sociétés microélectroniques qui sont là-bas sont obligées d'en faire autant. À Kroll, on continue de gaspiller l'eau. Deuxième chose qu'il faut aborder avec beaucoup de sérénité, c'est la capacité de notre pays à être résilient sur le plan alimentaire à l'horizon 2050. Actuellement, on est sur un point de rupture. Et si on poursuit les courbes actuelles d'artificialisation des sols et de démographie, en 2050, on sera dans les choux et on sera soumis aux tensions géostratégiques et on sait qu'elles sont en augmentation actuellement. Vous avez des conflits mondiaux, vous avez des tas de choses. Troisième point sur lequel il faut veiller, chaque sol artificialisé émet du carbone par la minéralisation de l'humus qu'il contient. Donc c'est une contribution au changement climatique. Il faut stopper au maximum l'artificialisation des sols pour des raisons de sécurité alimentaire à l'avenir et de changement climatique. On sait faire, il y a des solutions techniques, adoptons-les avant d'agrandir les zones. Bon, on va essayer de répondre à tout ça. Je vous repasse la parole. Le point que je n'avais pas signalé peut-être juste avant, c'est vrai que le principe du modérateur, sous le regard vigilant des garants, c'est de veiller à ce que toutes les questions trouvent réponse, en tout cas si les réponses sont disponibles ou que la maîtrise d'ouvrage s'engage à apporter les réponses ultérieures. En revanche, les observations n'appellent pas nécessairement de réponse. Donc je me retourne vers la tribune pour savoir s'ils veulent réagir à cette série d'interventions. À vous dire, faire un point d'attention qui concerne aussi bien les mobilités actives que la verticalité, que le bruit et que l'artificialisation des sols. Je n'ai pas forcément relevé de questions dans ce qui vient d'être dit, mais je vais relire mes notes et en attendant, M. Clapage, je vous repasse la parole. Oui, c'est vrai que ce sont plus des observations que des questions, mais je vais essayer d'apporter un éclairage rapide sur les mobilités. J'en ai parlé rapidement, mais je pourrais aussi vous parler de la voie dédiée qui va être mise en place sur l'autoroute pour les express, qui va permettre de fluidifier le parcours. Et effectivement, et on vous le concède tous bien volontiers, la construction d'ouvrages publics est toujours longue. Alors, pour des raisons réglementaires, pour des raisons de code des marchés publics, pour des raisons d'études, on trouve tous que c'est trop long, mais aujourd'hui, on ne peut pas échapper à ces longueurs. Donc, si j'étais député, ce que je ne suis pas, vous avez remarqué que je ne me suis pas présenté aux élections, j'essaierai de travailler sur ce sujet, mais c'est des sujets
dont on a parlé avec nos nouveaux députés quand on les a reçus, pour attirer leur attention sur la simplification d'un certain nombre de démarches administratives, justement dans ce cadre-là. Vous avez parlé de verticalisation. Alors moi, je suis 100% d'accord avec vous. Dans toutes nos futures zones d'activité économique, on va essayer de verticaliser le plus possible. Alors toutes les activités ne se prêtent pas à la verticalisation. Mais vous avez remarqué, et je rebondis sur la question de madame tout à l'heure, que la verticalisation, selon le côté où on se trouve de la verticalisation, elle n'est pas tout à fait vue de la même manière. C'est-à-dire que quand vous achetez une maison à Bernin ou à Crolles, que vous payez 500 000 € avec, ou voire plus, avec 500 mètres carrés de terrain, et que subitement vous vous trouvez maintenant, notamment avec la décomposition parcellaire, vous trouvez devant vous un immeuble de 2 étages, vous êtes rarement content. Et quand ça s'arrête à 2 étages, pour l'industrie, c'est pareil. Alors, on a demandé, nous, à notre maîtrise d'ouvrage, d'étudier des plans qui permettent de voir, en fonction des hauteurs qui pourraient être imaginées, quel est l'impact que ça a sur la vue quand on est derrière, côté habitat, ou quand on est côté autoroute. Pour l'instant, ce ne sont que des balbutiements. Il faut travailler sur tout ça pour regarder ce qui est admissible. Et puis, il y a les PLU des communes concernées, en l'occurrence là, le PLU de la commune de Crolles, mais de Bernin, pardon, Madame le maire, mais c'est un vrai sujet compliqué, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet qui est lié aux ZAN, et je reviens rapidement là-dessus pour répondre à la question de monsieur. La loi climat et résilience, avec le décret ZAN, justement, fait que à l'objectif 2030, on aura artificialisé 5, on ne peut pas arrêter tout de suite, instantanément. Mais à l'objectif 2030, on aura artificialisé 50% de moins de terre que ce que l'on a artificialisé entre 2011 et 2020. Pour arriver à 2050 à une artificialisation égale à 0. Et quand je parle d'artificialisation égale à 0, ça comprend l'industrie, ça comprend l'habitat, ça comprend les équipements publics, ça comprend les équipements de voirie. On ne pourra plus prendre 1 cm² à la terre sans en restituer au moins autant, voire peut-être le double si les choses évoluent. Donc, je crois que ça a bien été pris en compte par les gens qui sont au pilotage de ce genre de projet, et la loi ZAN va répondre à ça. Il faut juste lui laisser le temps de progresser parce qu'on ne peut pas tout arrêter maintenant. Sur l'eau, qui a été un sujet qui a été rapidement évoqué, je vous invite à aller sur le site de la concertation qui a été faite pour ST Microelectronics au printemps. Il y a eu un webinaire sur l'eau qui a été extrêmement bien fait par des gens spécialistes en eau et qui expliquent très bien les choses. Si j'étais provoque, je vous dirais que grosso modo, ce qu'ils expliquent, c'est que pour nous, dans les Alpes et dans notre région, il n'y a pas de problème d'eau. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est à une conclusion un peu sommaire. Pour ce qui est de nos industriels, je peux vous dire qu'ils sont sensibles à cette problématique de l'eau, pour les mêmes raisons, tant que l'eau était abondante et qu'elle coulait à foison et que personne ne se posait de la problématique de l'eau, j'ai envie de vous dire, pourquoi investir à l'époque massivement dans des processus qui en faisaient économiser parce que la ressource n'était pas chère. Maintenant, avec cette nouvelle sensibilité, nos industriels, au même titre qu'ils le sont pour les parkings, sont très sensibles au sujet de l'eau et développent en leur sein, alors pour nos 2 gros industriels locaux, des processus soit de réutilisation de leurs eaux industrielles pour les remettre dans le cycle de production afin de faire moins appel à la ressource, et là on parle de la ressource en termes d'eau potable, mais il y a un travail aussi qui est engagé sur les eaux de reuse, qui sont les eaux qui pourraient éventuellement venir, après leur traitement, des stations d'épuration.
Alors ça posera d'autres problèmes parce que faut-il encore que nos stations fournissent suffisamment d'eau réutilisable. Mais il y a vraiment, je vous demande de me croire, je ne dirai pas sur parole, parce que la parole des élus est toujours plus ou moins pris en considération. Mais il y a vraiment un effort considérable qui est fait par nos deux gros industriels sur l'optimisation de leurs besoins en eau pour en consommer le moins possible. D'ailleurs, Soitec, qui est au cœur de cette zone de Bernin, s'est engagé à ne pas dépasser le droit d'eau qu'ils ont aujourd'hui, quelles que soient leurs extensions futures, si tant est qu'ils en aient. Parce qu'il y a un gros travail sur la réutilisation de leurs eaux de process. Merci. Et il restait un dernier point que vous avez noté, qui est l'enjeu du bruit, avec des efforts attendus aussi de la part des industriels pour contenir les bruits par peut-être l'usage des meilleures techniques disponibles. Et en tout cas, on retiendra ce soir que c'est un enjeu qui a été formulé. Je repasse la parole à la salle. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui a été présenté ce soir? Monsieur, ensuite monsieur, et ensuite monsieur là-bas. Voilà, donc monsieur au milieu, monsieur au premier rang, et ensuite monsieur au dernier rang. Allez-y. Bonjour, je m'appelle donc Jean-Pierre Amondru, et j'aimerais savoir si vous avez pensé une seule minute, aux agriculteurs que vous allez jeter à la porte. C'est tout. Merci. La parole à monsieur au premier rang. On vous apporte un micro. Dans cette extension, on parlait de petites entreprises et qui ne poseraient pas trop de problèmes sur le plan pollution. Mais dans le cas d'une extension de Soitec qui au départ était prévue sur 8 hectares, ça changerait quand même bien le problème au niveau pollution, notamment au niveau pollution de l'air et de l'eau. Très bien, merci. Et la parole à monsieur. Bonsoir, je suis habitant de Berlin. J'ai du mal à croire qu'il n'y a pas d'alternative à l'extension de zone artisanale à Berlin. Et il y a deux observations que je trouve qui sont contradictoires. Une, c'est à Kroll, si vous regardez ce qui se passe là, aujourd'hui, il y a un grand convertissement d'une zone artisanale à des grands immeubles qui sont construits là. Et probablement, les terrains à l'époque étaient achetés par des terrains agricoles pour un prix assez bas et les immobiliers, ils payent aujourd'hui beaucoup pour ça. L'autre observation, si je regarde l'autre côté, à Brignoux, il y a une grande zone d'une usine, une grande friche d'une usine chimique qui n'existe plus. Pourquoi on n'utilise pas cette zone-là? Merci. Donc, 3 interventions courtes. Donc, le dialogue ou les conséquences du projet vis-à-vis des agriculteurs directement concernés. Les conséquences en termes de pollution si l'extension est faite au bénéfice de Soitec, mais peut-être que vous souhaiteriez peut-être éventuellement développer votre assertion ou on laisse... Si jamais là c'est présenté comme une extension pour des entreprises qui gravitent autour de la nanotechnologie, mais si Soitec fait son extension de 8 hectares comme il était prévu au départ de ce projet, la pollution qui en résulterait ne serait pas la même que celle qui est présentée là dans le projet aujourd'hui. Et merci. Et une troisième intervention sur les alternatives. Pourquoi forcément ici? Pourquoi pas à Kroll ou dans la friche de Brignoux? Bon, je vais essayer de répondre à tout. Alors, agriculteur, j'ai envie de vous dire si. Bien sûr qu'on a pensé à ce que ça pouvait générer dans le tissu agricole. Le Grésivaudan a une politique, alors même si ça peut vous échapper ou si vous pouvez le contester compte tenu des circonstances, mais une politique agricole qui est en considérable évolution puisque le budget du Grésivaudan en termes de politique agricole a été multiplié par 4 depuis le début du mandat.
et il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont déployées. On a augmenté par le biais d'achat de foncier, on a réussi à augmenter un certain nombre de surfaces agricoles. Alors évidemment, comme tout ce qui est urbanisation, malheureusement, c'est le monde agricole qui est touché en premier. Parce que c'est là que se trouve l'espace. Et c'est pour ça qu'on essaye de rentrer en négociation avec vous pour que, en dehors de la perte de la terre qui peut avoir des éléments en plus de financiers, des éléments affectifs que malheureusement ça, on ne sait pas traiter. Mais c'est pour ça qu'on rentre en négociation très tôt avec vous si cette zone se fait, pour essayer d'avoir sur vos vies d'agriculteurs l'impact le moins important possible. Ça veut dire, grosso modo, comment on compense ce dont on vous prive par l'exploitation de vos sols. Alors après, vous êtes agriculteur, vos enfants le seront peut-être, mais le seront peut-être plus, ils seront peut-être contents de trouver des entreprises. Ça n'enlèvera pas la perte de cette terre, mais c'est un équilibre compliqué à trouver. Donc si le sort des agriculteurs nous préoccupe. Pour ce qui est de Brignoud, monsieur, vous parlez de l'ancienne usine chimique qui est à Brignoud. Pourquoi on ne réutilise pas le site? Pour une bonne et simple raison, c'est que son niveau de pollution généré par l'ancienne exploitation industrielle est tel qu'on a interdiction d'y faire quoi que ce soit dessus. C'est un espace qui est aujourd'hui perdu à toute activité, qu'elle soit industrielle, d'habitat ou d'équipement. Il y a une interdiction de faire quoi que ce soit sur ce site. Pardon? Pourquoi pas restituer? Qu'est-ce que vous on vous repasse un micro. Allez-y. Pourquoi on ne peut pas dépolluer le site? Parce que le niveau de pollution est tel et d'une telle profondeur que ça nécessiterait des moyens financiers pharaoniques et avec un résultat en plus d'une probabilité incertaine. Donc c'est pour ça que... alors c'est l'État évidemment qui décide ce genre de choses, mais c'est un espace qui est perdu à tout jamais. Alors c'est un constat qui est sinistre, mais je ne peux pas vous en dire bien autre chose. Et vous preniez l'exemple, après, si j'ai bien compris, vous parliez de la zone des sources à Crolles, où il y avait de l'activité industrielle et où on retrouve maintenant de l'activité immobilière, d'habitat. Alors, ça, c'était une décision politique de la mairie de Crolles de transformer ce quartier industriel en un quartier d'habitat. Alors, c'est bien pour l'habitat. Ça a un inconvénient pour l'économie, c'est que toutes les entreprises qui étaient dans ce secteur de Crolles, il a fallu qu'on les reloge toutes ailleurs, notamment en zone d'activité. Alors certaines y sont encore toujours parce que les opérations ne sont pas finies avec leurs promoteurs, mais toutes ont été relocalisées dans nos zones d'activité. Et ça n'a pas servi au global à l'activité générale du Grésivaudan, parce que nous, notre job, c'est de développer l'activité économique et ce n'est pas de balader l'activité économique sur notre territoire. Donc là, on a été obligé de balader l'activité économique. Merci. Il y avait cette dernière intervention de monsieur, l'extension de la zone d'activité aurait-elle des effets différents selon que Soitec viendrait s'y implanter ou que d'autres entreprises viendraient s'y implanter? Est-ce que ça change quelque chose à la manière dont l'aménageur, notamment, conçoit son projet d'extension? Alors, ce projet, il faut être clair, même si à une époque, Soitec avait manifesté un intérêt pour l'extension de la zone d'activité, aujourd'hui, la zone d'activité n'est pas là pour répondre à une demande spécifique de Soitec si cette zone d'activité se fait.
elle est là pour répondre aux besoins d'autonomie du secteur des micro, nano au niveau européen et au niveau national. Alors, si la zone d'activité se fait, si les terrains à un moment commercialisables sont sollicités par Soitec, pourquoi pas? Mais si Soitec arrive le dernier et que les terrains sont tous commercialisés, eh ben, il n'y aura pas d'extension de Soitec. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de parti pris. Aujourd'hui, on crée de l'espace pour accueillir des entreprises de la micro et de la nano-électronique. Merci. Il est quasiment 20h. Je me tourne juste un instant peut-être vers les garants pour savoir s'il y a des questions qui ont été posées sur Zoom, sur le chat. S'il n'y en a pas... Non, il n'y a pas de questions sur le chat. Merci. Je me tourne une dernière fois vers la salle. Donc, voilà, un dernier tour. On prend toutes les questions. Donc, n'hésitez pas. Je vois monsieur derrière, vous vouliez... Non. Donc, monsieur, madame au premier rang. S'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, ce seront les deux dernières questions de ce soir. Allez-y, monsieur. Merci de me redonner la parole, mais vous avez évacué d'une façon un peu légère le problème de l'environnement sonore. S'il faut poser une question, je vais formuler sous forme d'une question. Merci. La question est donc la suivante. Qu'est-ce que dans ce nouveau projet potentiel est prévu pour que le niveau sonore des résidents autour de ce site non seulement n'augmente pas ce qu'il est par rapport à aujourd'hui, mais soit en diminution? Parce que le volume des fréquences basses, c'est un petit peu un domaine que je connais, ça se cumule et c'est très difficile à restreindre. Or, si à la construction, on impose aux chefs de projet de prendre en compte cela dans l'élaboration du design des tours aéroréfrigérantes, on peut gagner beaucoup, à condition que ce soit une donnée qui soit dans le projet. Évidemment, l'industriel, il veut toujours faire au moins cher. C'est très facile de faire une tour et de mettre un gros ventilateur. Mais ça fait du bruit. Par contre, on sait faire des tours beaucoup plus silencieuses. Il suffit que ce soit une des données partie prenante du projet. Et j'invite d'ailleurs Madame le maire ici présente et ses équipes à imposer ce genre de considération dans les définitions du projet. Merci de m'avoir redonné la parole. Je vous en prie. Et on vous répondra en expliquant aussi la différence entre le rôle de l'aménageur, qui n'est pas celui des industriels qui viendront derrière. Madame au premier rang pour la dernière question de la soirée. Quand vous avez parlé du site de Brignoux qui était totalement pollué, Retia. Voilà, on est bien d'accord que c'est là aussi où EDF a installé une ferme photovoltaïque? Oui. Donc en fait, il y a quand même une partie qui a été quand même... Mais c'est la seule partie sur laquelle il était possible Voilà. de faire un tout petit peu quelque chose. Voilà, ok. Et c'était juste une précision. Et donc vous confirmez que la ZAE, aujourd'hui, elle ne répond pas à une demande spécifique de Soitec? Je confirme. Ok. Merci. Si on peut revenir du coup sur le sujet du bruit. Bon, monsieur. Ah, je vous redis ce que vous a dit notre modérateur, c'est qu'il y aura lundi prochain un webinaire, une webconférence sur la déclinaison environnementale du projet. Donc je vous invite à vous connecter. Pour ce qui est du bruit, pour l'instant, évidemment que je n'ai pas la réponse à vous apporter, parce que si j'avais la réponse à vous apporter, ça voudrait dire que mon projet de zone d'activité il est ficelé. Et si mon projet de zone d'activité était ficelé, quel serait l'intérêt d'une réunion comme aujourd'hui? L'intérêt d'une réunion comme aujourd'hui, c'est de prendre en compte ce que vous venez de dire, et il existera des solutions, si les choses avancent, par des prescriptions sur des règlements de zone, des rajouts au PLU. Donc il y a des outils. Et le moment venu, à l'issue de tout ça, eh ben, si on va au bout de l'histoire, on se saisira de ces outils, et c'est des questions qui sont assez prégnantes pour nous. On n'est pas insensible à ce sujet parce que l'habitation n'est pas très loin. Et il faut qu'il y ait acceptabilité de l'économie par l'habitat, sinon ça ne marche pas. Merci pour ces temps d'échange. Si vous en êtes d'accord, Madame Morel, Monsieur Cuvillier, je vous passe la parole en premier pour un premier mot, non pas de conclusion, mais
première synthèse de cette réunion d'ouverture. Et puis ensuite, je repasserai la parole à M. Clapas pour un mot très succinct de conclusion. Et puis nous rappellerons les réunions et les modalités à venir. Un premier constat, mais ça va être surtout sur la forme, c'est la qualité des échanges et la bonne tenue des débats. Toutes les questions ont pu être posées et auxquelles il a été répondu, éventuellement en renvoyant à la suite du programme de la concertation sur les sujets plus spécifiquement environnementaux. Est-ce qu'on peut afficher à l'écran la liste des manifestations à venir ou est-ce qu'on ne l'a pas? Ah ben voilà. Les réunions ? Oui. Vous les avez à l'écran. Donc, nous invitons tous les publics à participer à toutes ces réunions. Il y a par expérience de ce qui a été fait sur la concertation de ST Microélectronique, les rencontres de proximité sur les marchés sont vraiment des lieux d'échange direct du grand public avec les porteurs de projets. Il n'y a pas ce phénomène un petit peu de coupure dans une salle avec d'un côté les sachants et de l'autre côté les questions du public. Donc je vous invite, si vous faites votre marché, à participer à ces manifestations-là. La visite de terrain du lundi 21 octobre, qui sera suivie d'une réunion publique sur l'intégration du projet dans son environnement, sera l'occasion d'aborder les sujets spécifiques relatifs à l'environnement de la zone sur laquelle il est prévu l'extension de la ZAE. Les sujets zones humides, par exemple, vous avez vu que dans le dossier, il y a tout un item sur ce sujet-là. Ça sera vu notamment à cette occasion-là. Et puis la réunion publique de synthèse, le mercredi 30 octobre, où, comme l'a dit Véronique, le porteur du projet, invitera les rédacteurs de cahiers d'acteurs à venir les présenter devant le grand public, à venir défendre leur position et les présenter devant le grand public. Donc, ce qui est aussi un appel à toutes les personnes qui se sentent en capacité ou ont la volonté de rédiger un cahier d'acteurs pour défendre un projet, faire passer un message. Voilà. Merci aux organisateurs. Merci. Monsieur Clapas, un petit mot de conclusion? Rapide. D'abord, Denis Cuvillier l'a dit, merci pour la qualité des débats, des échanges. C'est important pour nous d'avoir des débats sereins. Ça nous permet d'avoir une réflexion sereine. Vous dire qu'effectivement, il y a un intérêt capital à participer à tout ça, qu'on répondra à toutes les questions qui interviendront au fil des réunions en son temps, alors soit en direct, soit dans les réponses écrites qui seront formulées. Et que je sais que les sujets économiques sont des sujets qui sont toujours compliqués, parce qu'il y a justement ce problème d'acceptabilité maintenant entre le monde de l'habitat, le monde de l'agriculture et le monde économique. Malheureusement, c'est l'articulation de toutes ces richesses qui fait qu'on peut essayer d'avoir des idées tous ensemble pour aller vers un demain qui sera meilleur que celui qu'on se prévoyait si on était resté sur la même trajectoire. Donc on est sensible à tout ça, on essaye de l'intégrer avec vos contraintes, avec les nôtres, pour avoir un territoire plus attrayant, plus porteur d'emploi, parce qu'avoir de l'emploi dans son territoire, c'est aussi éviter des déplacements, mais aussi plus résilient à tout niveau, résilient en termes de nourriture, résilient en termes de santé et résilient en termes d'économie. Donc voilà, on va essayer de travailler à tout ça. Enfin, nous, on est élus parce qu'on croit en ça. Moi, j'ai ça viscéralement dans la peau et j'espère que le fruit de ces concertations amèneront à un résultat partagé. Voilà, et merci. Merci à tous. N'oubliez pas le site internet sur lequel vous pouvez contribuer, le prochain rendez-vous, la webconférence, lundi 7 octobre à 18h. Et vous pouvez poursuivre les discussions autour d'un verre de l'amitié qui est juste à l'accueil.